À 20 ans, Élise était à la rue, avec seulement 10 € en poche. Avec ce simple billet, elle a acheté un vieil atelier abandonné au fond des bois, que tout le monde croyait sans aucune valeur. Mais sous le plancher de l'établi, dans l'obscurité totale, dormait un secret enfoui depuis un demi-siècle. Ce qu'elle y a découvert allait effacer sa misère et changer son destin à tout jamais. Écoutez bien chaque seconde de cette histoire mystérieuse. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir ce secret. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une petite seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. J'adore découvrir jusqu'où voyagent mes histoires. C'est parti? Élise Lambert avait grandi avec l'odeur du cuir incrusté dans la peau de ses mains. Il ne s'agissait pas de ce parfum aseptisé, lisse et artificiel que l'on respire dans les rayons luxueux des grands magasins de maroquinerie, émanant d'un sac à main flambant neuf ou d'une ceinture parfaitement emballée. Non, l'odeur qu'Élise connaissait depuis l'enfance était infiniment plus profonde, plus riche, presque charnelle. C'était l'essence même du cuir de la beurre. Ce cuir épais et résistant qui a été longuement assoupli, huilé, cousu avec une force tranquille et moulé à la main sur une forme en bois massif. Un matériau noble qui porte encore au cœur de ses fibres la chaleur vivante et le souvenir brut de l'animal dont il provient. C'était un parfum complexe et entêtant, un mélange puissant de l'huile de pied de bœuf, traditionnellement utilisée pour préserver la matière contre les morsures impitoyables du temps et les intempéries, et de la cire d'abeille fondue qui scellait chaque fil de lin avec une précision absolue. À 20 ans, Élise n'avait ni toit pour s'abriter, ni famille vers qui se tourner, ni la moindre économie pour la rassurer. Son existence entière tenait dans une vieille sacoche de cavalier en toile épaisse et rugueuse. Dans la poche de sa veste élimée, il n'y avait qu'un simple billet froissé de 10 €. Ces 10 €, elle ne les avait ni volés, ni mendiés. Elle les avait gagnés à la force de ses poignets, en réparant avec une minutie instinctive le licol abîmé d'un lourd cheval de trait appartenant à un paysan des environs. Et c'est avec cette somme dérisoire, ces 10 petits euros, qu'elle venait d'acquérir un lieu que le monde entier semblait avoir totalement effacé de sa mémoire. Un vieil atelier de maître sellier, abandonné aux caprices de la nature depuis l'année 1966. Ce bâtiment solitaire se dressait silencieusement au bout d'un chemin de terre sinueux, niché sur les rives sauvages de la Vézère, au cœur des vallées boisées et majestueuses de la Dordogne. C'était une terre fière, imprégnée de traditions terriennes, mais ce coin précis du Périgord noir n'avait plus entendu le son rassurant et cadencé d'un outil frappant le cuir sur un établi depuis plus d'un demi-siècle. L'endroit semblait figé dans une époque à jamais révolue. Les épais murs bâtis en pierre de taille, recouverts par endroits d'un épais manteau de lierre grimpant et de mousse émeraude, avaient pris une teinte grisâtre, presque argentée, sous le poids implacable des années, des averses d'automne et des étés brûlants. Le toit traditionnel en lauze s'affaissait doucement, fatigué de résister aux saisons, et le vieux porche en bois de châtaignier avait ployé sous l'humidité constante de la rivière qui serpentait en contrebas. La lourde porte d'entrée en chai massif, profondément gercée, montait la gare comme un vieux veilleur endormi. Tout ici respirait une profonde mélancolie, la douce nostalgie d'un artisanat oublié, le silence lourd et respectueux d'un foyer qui avait jadis battu au rythme régulier du travail manuel. Mais ce que les lianes, la poussière et les décennies d'oubli gardaient jalousement, ce que les habitants du village voisin ignoraient tous, c'était le secret enfoui dans les entrailles de cette bâtisse endormie. Car dissimulé dans l'obscurité, tout au fond de la pièce principale, reposant tranquillement sous les lourdes planches patinées de l'établi ancestral, attendait quelque chose de silencieux et d'immense. Quelque chose qui n'avait besoin que d'une paire de mains capables de comprendre la matière pour être réveillée. Quelque chose qui allait irrémédiablement bouleverser le destin de cette jeune femme à tout jamais. Cette connaissance charnelle et intime du cuir, Élise ne l'avait pas acquise dans les pages glacées d'un manuel d'artisanat. C'était un savoir qui se transmet de sang à sang, de main à main. C'est sa grand-mère, Marguerite Lambert, qui lui avait enseigné à reconnaître cette odeur, de la même manière que, dans les hameaux isolés, les aïeuls apprennent aux enfants à distinguer les choses essentielles de la vie, en plaçant l'objet entre leurs petites paumes et en les laissant le ressentir jusqu'à ce que le toucher devienne une certitude silencieuse et absolue. Marguerite avait passé près de 30 années de sa vie à réparer des selles, des brides, des traits et des colliers d'attelage pour les robustes montures de la région. Pourtant, elle ne travaillait pas dans un atelier dédié. Son sanctuaire, son établi de fortune, c'était la table de la cuisine. Une pièce maîtresse, lourde, rugueuse et imposante, façonnée dans le cœur d'un chêne majestueux que son mari, Henri, avait lui-même abattu ici en 1962, sur leurs terres escarpées des collines périgourdines. Au fil des décennies, cette table de chêne massif était devenue une véritable archive vivante du labeur quotidien. Sa surface, autrefois d'un blond clair, avait bu des litres d'huile nourrissante jusqu'à s'assombrir profondément.
Le bois portait les cicatrices honorables de milliers de coups de tranchet et s'était poli jusqu'à devenir doux comme du velours aux endroits précis où les avant-bras de Marguerite s'étaient inlassablement appuyés pour coudre. Cette dévotion acharnée pour le travail bien fait, Marguerite la tenait de son propre père, Émile, l'arrière-grand-père d'Élise. Né à l'aube du siècle, Émile était débardeur. Pendant plus de 40 ans, il avait arpenté les sentiers forestiers les plus rudes, guidant de puissants chevaux de trait pour descendre les immenses troncs de chêne et de pins maritimes vers les scieries-tapis au creux de la vallée. Pour Émile, l'entretien des cuirs n'était pas un passe-temps minutieux pour occuper les longs soirs d'hiver, c'était une condition absolue de survie. Il soignait les lourds harnais de ses chevaux avec la même rigueur vitale qu'un mécanicien de précision entretient un moteur d'avion. L'équation, dans ces forêts reculées et rudes, était d'une simplicité implacable. Un cheval avec un harnais brisé était un animal incapable de tirer, et un débardeur qui ne pouvait pas travailler était un homme qui ne nourrissait pas les siens. Alors, le soir venu, une fois la soupe avalée, Émile s'asseyait près de l'immense âtre de pierre. À la lueur tremblante des flammes qui projetaient des ombres immenses et dansantes sur les murs, il réparait le cuir épais, une haleine tranchante, du fil de lin poissé à la cire d'abeille et 2 aiguilles courbes. Marguerite, toute petite, s'accroupissait près de lui sur les tommettes froides, fascinée par le balai hypnotique des grosses mains calleuses de son père. C'est là qu'il lui avait enseigné le secret millénaire, la base absolue de toute l'excellence de leur lignée, le fameux point de cellier. Il lui disait, d'une voix rendue rocailleuse par le vent glacé des forêts, que c'était la couture la plus noble et la plus solide au monde. 2 aiguilles, un seul fil, se croisant dans le même trou, passant exactement de chaque côté en même temps. Si un brin venait à rompre à cause de l'usure ou du frottement, le second, noué de l'intérieur, maintenait la pièce entière. Une couture à la machine, affirmait-il avec mépris, créait un point de chaînette qui se défaisait au premier accroc. Le point de cellier, lui, ne trahissait jamais. C'est dans ce clair-obscur réconfortant, bercé par le crépitement du feu de bois et l'odeur de la sève de pin se mêlant à celle du cuir, que Marguerite avait absorbé ce savoir ancestral, sans lire une seule ligne, simplement en observant la cadence parfaite des mains de celui qui savait. À la mort d'Émile, à l'aube des années 70, le monde rural amorçait une mue brutale. Le vrombissement mécanique des tracteurs remplaçait peu à peu le souffle lourd et l'odeur musquée des chevaux de trait dans les sous-bois humides. Mais Marguerite, devenue une femme au regard droit et aux gestes d'une précision redoutable, n'avait pas rongé les haleines ni les fils poissés de son père. Si les grands débardeurs disparaissaient de la forêt, les centres équestres naissants, les éleveurs de bétail isolés sur les plateaux et les randonneurs qui parcouraient les crêtes calcaires de la Dordogne avaient, eux, toujours un besoin vital de cuir solide. Très vite, Marguerite s'était imposée comme la gardienne indispensable des équipements de toute la vallée. On venait de loin, bravant parfois des heures de route sur des chemins de terre cabossés, pour déposer sur sa grande table de chêne une rêne rompue, une sangle arrachée ou un licol raidi par la sueur séchée. On venait vers elle parce que son travail était d'une justesse irréprochable, mais surtout parce qu'elle comprenait charnellement l'essence de ce métier terrien. Pour Marguerite, une selle n'avait jamais été un simple assemblage de peaux destinées à l'apparat ou au confort d'une promenade dominicale. C'était un organe vital. C'était le point de contact physique, le traducteur silencieux et permanent entre la volonté d'un cavalier et la puissance brute, parfois imprévisible, d'un cheval de 500 kilos. Une pièce de cuir brisée, répétait-elle souvent d'une voix grave. C'était un dialogue soudainement rompu. Et un dialogue rompu entre l'homme et l'animal, au bord d'un ravin rocailleux au milieu d'un troupeau nerveux, c'était la certitude d'un accident grave. Elle cousait donc avec l'humilité et la gravité de ceux qui savent qu'ils tiennent des vies entre leurs doigts, serrant chaque point avec une force que l'on n'aurait jamais soupçonnée chez une femme de son âge. C'est au cours de ces longues soirées de labeur silencieux que Marguerite racontait à Élise l'histoire des artisans de la vallée. Elle lui parlait souvent d'un homme dont le nom était murmuré avec une immense déférence par tous les anciens du pays, Gaston Moreau. Gaston avait été le dernier grand maître sellier du Périgord noir. Son vieil atelier, une massive bâtisse de pierre située à quelques kilomètres en aval, là où la Vézère fait une boucle prononcée, était alors considéré comme un lieu quasi sacré. Les selles façonnées par Gaston n'étaient pas faites pour briller. Lourdes, colossales, dépouillées de toute fioriture inutile, elles étaient taillées dans les parties les plus nobles de la peau. Elles étaient bâties pour affronter la pluie, le soleil écrasant et les décennies. Marguerite racontait à la petite Élise, subjuguée, que Gaston possédait un instinct absolu. Il n'utilisait ni mètre à ruban ni gabarit complexe. Il lui suffisait de s'arrêter dans la cour d'une ferme, d'observer longuement la monture, d'analyser la largeur du garrot, la pente du dos et le mouvement de l'omoplate. Puis, il rentrait chez lui et sculptait l'arçon dans un bloc de chêne avec une précision chirurgicale, uniquement guidée par la mémoire de son œil.
Lorsqu'ils posaient leur terminé sur l'animal, elle l'épousait avec une telle perfection qu'elle semblait y avoir naturellement poussé. Cette grâce suprême, soupirait Marguerite en lissant la tranche d'une courroie, ne s'apprenait dans aucune école. C'était la récompense d'une vie entière passée à regarder, à écouter et à vénérer la bête. Henri et Marguerite n'avaient eu qu'un seul enfant, un fils nommé Julien, le père d'Élise. Julien n'avait jamais supporté le silence lourd et immuable des collines périgourdines. Dès ses 18 ans, il avait fui la rudesse de la terre de ses ancêtres pour se perdre dans le tumulte aveuglant et factice de Bordeaux. C'est là, au milieu du béton, de la grisaille et du fracas de la ville, qu'il avait rencontré la mère d'Élise, une femme fragile, emportée par les mêmes démons que lui. Une addiction tenace, insidieuse, qui s'était infiltrée dans leurs veines et avait lentement dévoré leur foyer, rongeant chaque parcelle d'espoir jusqu'à l'inéluctable. Julien avait succombé dans l'anonymat sordide d'une chambre d'hôtel alors qu'Élise n'avait que 3 ans. Sa mère avait désespérément tenté de lutter, de s'accrocher à la vie pour cette petite fille aux grands yeux graves, mais le mal était un tyran qui refusait obstinément de partager son territoire. L'effondrement définitif eut lieu aux 5 ans d'Élise. L'État, dans sa froide mécanique, trancha. Les services sociaux jugèrent que Marguerite, du haut de ses 67 ans, était trop âgée et trop isolée dans sa ferme battue par les vents pour assumer pleinement la charge d'une enfant si jeune. Le lien fut brutalement rompu. Élise fut arrachée à ses collines et placée dans un grand foyer de l'aide sociale à l'enfance, en plein cœur de Périgueux. L'établissement n'était pas fondamentalement cruel, mais c'était une immense institution fonctionnant à flux tendu. Élise y était nourrie, vêtue, scolarisée sous le regard bienveillant mais épuisée d'une rotation constante d'éducateurs. Ces adultes jonglaient avec un budget strict qui ne laissait aucune place à l'attention singulière et patiente dont une enfant traumatisée a désespérément besoin. Dans ce long couloir où flottait une éternelle odeur d'eau de javel, de linoléum fraîchement ciré et de plateaux pas aseptisés, Élise apprit la plus tragique des leçons, l'art de disparaître. Elle apprit à prendre le moins d'espace possible, à ravaler ses larmes sous les couvertures fines de son petit lit de fer, à n'être qu'une ombre obéissante parmi d'autres ombres. Le foyer lui inculqua la notion du temps institutionnel. Un temps fragmenté, impersonnel, rythmé par le clignotement des néons et les sonneries stridentes. L'heure stricte du réveil, l'heure de la cantine, l'heure des douches collectives, l'heure du silence. Un temps vide d'âme qui n'appartenait qu'au règlement administratif. Mais au milieu de cet océan de monotonie grise, survivait un phare, un ancrage absolu et vital. Un samedi sur 2, une visite approuvée par l'État. Une assistante sociale silencieuse conduisait Élise à travers les routes sinueuses de la campagne, un trajet d'1 heure et demie jusqu'à la maison de Marguerite. Ces visites encadrées ne duraient que 4 heures. 4 heures suspendues pendant lesquelles la fonctionnaire attendait dans sa berline garée sous les arbres de la cour. Mais pour Élise, ces 240 minutes constituaient l'épine dorsale de sa survie mentale. Dès qu'elle franchissait le seuil de la vieille bâtisse de pierre, l'odeur puissante et animale du cuir travaillé, mêlée à la fumée du poêle à bois, balayait instantanément la stérilité du foyer. Elle n'était plus un dossier en attente, ni une anomalie statistique. Elle redevenait une petite fille, assise à la lourde table de chêne massif, aux côtés de sa grand-mère. Là, Marguerite n'offrait pas de vaines paroles de réconfort ni de pitié larmoyante. Elle lui tendait une aiguille. Et dans le silence grave de l'atelier improvisé, ce temps partagé devenait le temps véritable. Un temps dense, ancré, un temps dédié à la matière, qui cousait et réparait lentement les déchirures profondes de l'enfant, avec la même solidité inébranlable qu'un fil de lin scellant 2 lourdes pièces de harnais. Dès l'âge de 7 ans, l'éducation d'Élise à la lourde table de chêne dépassa la simple observation. Marguerite lui mit entre les mains le couteau à pied, cette lame en 2001, lourde et glaçante. Elle lui apprit à placer son pouce fermement sur le dos de l'acier forgé, à enrouler ses petits doigts autour du manche en bois patiné, et à tirer la lame vers elle d'un seul mouvement fluide, continu, en laissant le poids de l'outil faire le travail. Jamais de force brute, jamais d'à-coup. Le cuir sait déjà où il veut céder, lui murmurait Marguerite d'une voix rendue douce par la concentration. Ton seul rôle est de suivre la ligne qu'il t'indique secrètement. Mais Marguerite lui enseigna bien plus qu'à trancher la matière. Elle lui apprit à la lire, à effleurer la surface d'une peau tannée du bout de ses doigts d'enfant pour en comprendre la géographie intime et silencieuse. Élise apprit que chaque partie de l'animal offrait une résistance et une vocation différentes. Le collet, cette partie dense, épaisse et raide située près de l'encolure, était taillée pour supporter de lourdes charges, idéale pour les courroies d'étrivière. Le flanc, plus fin, élastique et souple, devait épouser le souffle et le mouvement du cheval, trouvant sa place dans les quartiers de la selle. Quant au croupon, la région du dos, la plus noble et la plus serrée, il garantissait la solidité éternelle des pièces maîtresses. Avant même de fêter ses 10 ans,
Élise pouvait fermer les yeux, lisser une chute de cuir sur la table et deviner instantanément de quelle région de la bête elle provenait, sentant sous sa pulpe la fermeté du grain ou sa tendre souplesse. Cet apprentissage silencieux devint l'architecture secrète de sa jeunesse. De 9 à 11 ans, elle perfectionna ses gestes jusqu'à l'obsession. Elle devint capable de trancher une ligne droite d'une pureté absolue dans un cuir de harnais sans jamais utiliser de règles ni de repères visuels. Elle maîtrisait la tension redoutable du point de sellier, serrant chaque boucle avec une régularité mathématique, ancrant le fil de lin poissé si profondément dans la chair du cuir qu'il en devenait une cicatrice indestructible. La véritable épreuve survint l'année de ses 14 ans, par une brumeuse matinée de novembre. Monsieur Ford, un vieux fermier de la vallée dont le visage portait autant de sillons profonds que les terres argileuses qu'il labourait, gara sa camionnette boueuse devant la maison. Il tenait à la main une vieille bride de travail dont le montant en cuir s'était déchiré net au niveau de la boucle en laiton. Marguerite, qui souffrait d'une poussée d'arthrite ce matin-là, regarda Élise et lui fit un signe imperceptible du menton. L'adolescente prit l'objet. Sans une once d'hésitation, elle sélectionna une chute de cuir de croupion d'une épaisseur et d'un grain identiques. Elle découpa la pièce de remplacement d'un geste d'une fluidité désarmante, abattit l'écart avec une précision maniaque, perça les trous à la laine droite et cousit l'ensemble d'un double point de sellier avant de river la lourde boucle. Monsieur Ford reprit la bride. Il la tourna lentement dans ses grandes mains noueuses, passant son pouce calleux et terreux sur la ligne de couture, inspectant la tension de l'assemblage et la propreté vertigineuse de la tranche. Il leva les yeux vers Marguerite, l'air sincèrement troublé. « Qui a fait ce travail ?» demanda-t-il d'une voix sourde. Marguerite désigna simplement Élise du regard. Le vieux fermier considéra l'adolescente avec un respect soudain, presque solennel, avant de murmurer à l'adresse de la vieille dame que cette petite cousait avec la même poigne que sa grand-mère. Marguerite, un fin sourire de fierté éclairant son visage fatigué, lui répondit doucement que c'était précisément le but recherché. Le fil se brisa net l'année de ses 16 ans, par un matin de janvier glacial où le givre figeait les herbes hautes des collines. L'assistante sociale gara la voiture dans la cour silencieuse. Il n'y avait pas de fumée sortant de la cheminée. Élise poussa la lourde porte en chêne. La pièce était froide, baignée dans la lumière pâle de l'hiver. Marguerite était là, assise à la table massive. Sa tête reposait doucement sur sa poitrine, ses yeux étaient clos. Dans sa main droite, raidie par les premiers frissons de la mort, elle tenait encore fermement une alène et une aiguille courbe enfilées d'un long brin de lin poissé. Une étrivière à moitié réparée reposait sur ses genoux. Le temps s'était arrêté dans la grande pièce, figeant la dernière respiration de la vieille artisane au milieu de son labeur. Élise ne hurla pas. Elle ne plaira pas non plus dans l'immédiat. Élevée dans la retenue du foyer et façonnée par la rigueur de l'établi, elle possédait une dignité bien plus ancienne que son âge. L'assistante sociale, apparue sur le seuil, comprit l'immense gravité de l'instant et resta pétrifiée, n'osant briser ce silence de cathédrale. Élise s'avança à pas lents. Elle s'assit sur la chaise en paille, juste en face du corps immobile de sa grand-mère. Avec une délicatesse infinie, elle retira la pièce de cuir des genoux froids de Marguerite, prit l'aiguille de ses doigts inertes et la passa dans le trou suivant. Un point, puis à un autre, le fil tira, scellant la matière dans le silence absolu de la pièce. Élise termina la couture jusqu'au dernier millimètre, noua le fil et coupa l'excédent avec le tronchet. Parce qu'une couture commencée devait être achevée, et parce que c'était la seule prière qu'elle connaissait. Elle rassembla les outils de Marguerite. Le couteau à pied dont la lame était usée par 30 ans de coupe, la laine emmanchée de buis, les aiguilles courbes et la bobine de fil enduit de cire d'abeille. Elle plaça ce maigre mais inestimable héritage dans une vieille sacoche de cavalier en toile épaisse. Elle aurait voulu emporter la lourde table de chêne, mais elle ne rentrait pas dans le coffre de la voiture administrative. La table resta la gardienne silencieuse d'une époque révolue. Les 2 années qui suivirent au foyer de Périgueux furent d'une aridité absolue. Élise n'avait plus de visites bimensuelles, plus de phare dans la brume institutionnelle. Elle survécut en silence, attendant que le calendrier tourne. Le jour de ses 18 ans, par un matin pluvieux de mars, le système déclara qu'elle était adulte. Elle franchit les grandes grilles métalliques du foyer avec sa sacoche en toile sur l'épaule et 180 € en poche, sans un regard en arrière. Elle prit un autocar en direction du sud, vers la vallée de la Vézère, cherchant désespérément à se rapprocher de la terre de ses ancêtres. À Saint-Cyprien, un village accroché au flanc des collines, elle trouva une petite chambre mansardée, étouffante l'été et glaciale l'hiver, louée pour une bouchée de pain au-dessus d'une vieille quincaillerie de la rue principale. Au milieu de l'odeur de rouille, de clous et de térébenthine, Élise posa sa sacoche sur le plancher nu. Elle était seule au monde, mais elle avait les mains pleines de mémoire.
À 20 ans, l'existence d'Élise ne tenait plus qu'à un fil rudement tressé. Pour payer le loyer de sa modeste chambre mansardée, perchée au-dessus de la quincaillerie de Saint-Cyprien, elle avait trouvé un emploi de palefrenière chez Laurent, le propriétaire d'un grand centre équestre blotti à la lisière de la forêt domaniale. Ses journées étaient harassantes, rythmées par le curage des boxes et le pansage des bêtes. Pourtant, c'était dans le silence de la sellerie qu'elle trouvait son seul véritable apaisement. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les harnachements après une randonnée, Laurent s'arrêta sur le seuil. Il l'observa longuement. Élise ne se contentait pas de graisser le cuir à la hâte. Elle lissait chaque port, vérifiait la tension de chaque rivet, traquant la moindre faiblesse dans les coutures avec l'œil intransigeant d'une artisane. Intimidé par cette précision chirurgicale, il lui avait tendu un vieux collier de chasse déchiré qui prenait la poussière depuis des mois, promettant de la payer au tarif d'un professionnel si elle parvenait à le sauver. Le lendemain, la pièce était réparée, cousue avec une force qui défiait la déchirure initiale. Dès lors, Laurent lui confia l'entretien exclusif de tout son matériel. Mais la nature dicte souvent sa loi avec une cruauté sourde. Au printemps de sa 20e année, le Périgord noir fut noyé sous des pluies diluviennes ininterrompues. La Vézère sortit de son lit de calcaire, inondant les sentiers et transformant les chemins de terre en fondrières impraticables. La saison touristique s'effondra avant même d'avoir réellement commencé. Privé de revenus, Laurent fut contraint de réduire drastiquement les heures de ses employés. Élise se retrouva soudainement amputée de la majeure partie de son maigre salaire. Sans rentrée d'argent fixe, la menace de l'expulsion devint une ombre glaciale qui rôdait chaque nuit dans sa petite chambre sous les toits. Le désespoir menaçait de l'engloutir tout entière. Il ne lui restait plus qu'un unique billet de 10 € au fond de sa poche et l'angoisse lancinante du lendemain. Malgré les taux de la précarité qui se resserraient, elle se rendit un lundi matin à la coopérative agricole du bourg. Elle voulait acheter, sur ses propres deniers, un petit sac de friandises pour un vieux oncle du centre auquel elle s'était profondément attachée. L'odeur familière de l'avoine écrasée, de la luzerne séchée et de la mélasse flottait dans l'entrepôt sombre. C'est alors qu'elle perçut, dissimulée derrière une haute pile de sacs de grains, la voix rocailleuse de 2 vieux éleveurs de la région. Ils parlaient de terre, de bêtes et d'un bâtiment en ruine. L'un d'eux expliquait, agacé, que la mairie cherchait désespérément à se débarrasser d'une masure abandonnée sur un chemin longeant la rivière. Un lieu dévoré par la ronce, coupé de tout, sans eau courante ni électricité, dont absolument personne ne voulait. L'autre éleveur souffla dans un rire chargé de respect que c'était pourtant l'ancien atelier de ce fameux Gaston Moreau. Il raconta que son propre père y avait acheté sa première selle de travail juste après la guerre, une selle en cuir de croupion qui, 40 ans plus tard, servait encore tous les jours sans présenter la moindre faiblesse. Tout ce que Gaston touchait devenait increvable, murmura le vieil homme. Le premier reprit en haussant les épaules, précisant que les murs s'affaissaient et que la commune, lasse de gérer cette ruine rongée par l'humidité, cédait les pierres et le terrain pour une somme purement symbolique de 10 €. À ces mots, le souffle d'Élise s'arrêta net. Le murmure du passé venait de fracasser la vitre de sa misère. Elle posa lentement son sac d'avoine sur le comptoir, fit volte-face et s'approcha des 2 hommes, le regard soudainement enflammé d'une détermination farouche. « Pardonnez-moi » dit-elle d'une voix blanche qui masquait le battement furieux de son cœur. Mais où se trouve exactement ce chemin? Dès l'instant où l'information franchit le seuil de sa conscience, Élise ne perdit pas une seconde. Elle quitta l'entrepôt agricole au pas de course pour se diriger directement vers la mairie de Saint-Cyprien. Le cœur battant à tout rompre, l'estomac noué par l'audace de son geste, elle posa son unique billet de 10 € sur le comptoir administratif. L'employé municipal la dévisagea avec une stupeur non dissimulée, puis s'enfonça longuement dans les archives poussiéreuses avant de revenir avec un acte de vente jauni par le temps et une lourde clé en fer forgé. Gaston Moreau avait lui-même déposé cette clé sur ce comptoir en novembre 1966. Il confia la femme d'une voix empreinte de solennité. Il se savait condamné par la maladie et avait murmuré avant de partir que quelqu'un en aurait besoin un jour. Élise signa le registre d'une main tremblante, glissa le métal glacé dans la poche de sa veste et s'en alla. Elle parcourut à pied les longs kilomètres qui séparaient le village du chemin de terre bordant la Vézère. Plus elle s'éloignait de la civilisation, plus le tumulte des hommes s'effaçait, remplacé par la respiration profonde et majestueuse de la forêt périgourdine. Le murmure puissant et régulier de la rivière l'accompagnait comme une litanie rassurante. Enfin, au détour d'un méandre assombri par les frondaisons des grands chênes, la masure apparut. Elle était exactement telle que les vieux éleveurs l'avaient décrite. Une bâtisse trapue aux murs de pierre dévorés par la mousse et le lierre, un toit de laugestement fatigué et un porche en bois de châtaignier dangereusement affaissé. Mais en levant les yeux, Élise remarqua que la poutre faîtière restait parfaitement droite. L'ossature intime du bâtiment était saine, ancrée avec force dans le roc.
Élise inséra la grande clé dans la serrure rouillée. Le mécanisme résista, gémit sourdement, puis céda dans un déclic libérateur. Elle poussa la lourde porte qui racla le sol de terre battue. L'air à l'intérieur était immobile, chargé d'une poussière ancienne qui tourbillonnait paresseusement dans l'unique faisceau de lumière d'une fenêtre trouble. L'odeur la frappa instantanément en plein cœur, une humidité minérale évidente, mais surtout la senteur fantomatique, indélébile et familière du cuir gras, de la cire et de la suie. La pièce était majestueuse dans son dénuement, mais son regard fut immédiatement happé par le meuble adossé au mur. Un établi de maître, une pièce colossale taillée dans un chêne massif, flanquée d'un étau de cellier et d'une rangée de tiroirs silencieux. Sa surface, noircie par des décennies d'huile de pied de bœuf absorbée, portait les innombrables cicatrices des coupes au tronchet. Cet hôtel de la beurre parlait la même langue muette et sacrée que la table de Marguerite. Élise s'approcha, frôlant le plateau lisse du bout des doigts. Elle s'agenouilla dans la pénombre pour inspecter l'espace. Les tiroirs étaient désespérément vides. Mais en se penchant davantage, tout au fond, sous l'aplomb massif du meuble, son instinct d'artisane la figea. Sur le plancher sommaire, une anomalie l'interpella. Une seule latte de bois semblait imperceptiblement plus courte et ses extrémités avaient été soigneusement chanfreinées. Un raffinement totalement inutile pour un sol caché, pensé par un maître artisan pour signaler une intention claire. Tremblante, Élise tira de sa sacoche la vieille haleine de sa grand-mère. Elle glissa la pointe d'acier effilée dans la fente, fit doucement levier avec le manche en buis, et, dans un gémissement sec, la planche se souleva, révélant une cavité tapissée de pierre, plongée dans l'obscurité depuis un demi-siècle. Le cœur battant à la chamade, Élise plongea prudemment la main dans la fraîcheur minérale de la cavité. Ses doigts rencontrèrent d'abord la texture rugueuse d'une lourde toile huilée, soigneusement repliée sur elle-même pour défier l'humidité de la terre et les outrages du temps. Elle sortit le ballot avec une infinie précaution et le déposa sur la surface sombre de l'établi. En déroulant la toile raidie par les décennies, elle découvrit un ensemble d'outils de maître sellier d'une beauté saisissante. Chaque manche en bois noble portait la patine des innombrables heures de labeur, chaque acier conservait une netteté redoutable. Il y avait des haleines fines, des abacars, des rainettes, et surtout, majestueux dans son étui, un couteau à pied. Élise eut le souffle coupé. En le saisissant, elle reconnut instantanément l'équilibre parfait, la courbure précise de la lame en 2001 forgée à la main et la densité du manche dans le creux de sa paume. C'était le jumeau absolu du couteau de Marguerite. Dans la pénombre de la masure, les fantômes bienveillants des deux grands artisans semblaient soudainement se tenir côte à côte, unis par la fraternité silencieuse du même geste parfait. Au fond de la cachette secrète reposait ensuite une épaisse bourse de cuir souple, fermée par un lacet de peau nouée serré. En l'ouvrant, un tintement métallique, clair et mat, déchira le long silence de l'atelier. À l'intérieur, brillant d'un éclat chaud et inaltéré malgré les années, dormaient des dizaines de pièces d'or, amassées patiemment au fil des décennies. Des Napoléons authentiques, lourds et denses au creux de sa main. Élise, qui n'avait connu que la faim, le froid des foyers et l'angoisse féroce des fins de mois, tenait là une petite fortune inespérée qui représentait non seulement sa survie immédiate, mais surtout sa liberté absolue. Ces pièces dorées étaient la promesse formelle d'une indépendance qu'elle n'avait jamais osé espérer. Pourtant, la véritable richesse de Gaston Moreau ne résidait ni dans l'or ni dans l'acier. Le dernier objet extrait de l'ombre était un épais registre relié de cuir fauve, dont les pages de papier fort étaient à peine jaunies par l'attente. Élise l'ouvrit avec la révérence due à un manuscrit précieux. C'était le carnet de patron personnel du maître. Des dizaines de gabarits dessinés à main levée, des esquisses d'une justesse chirurgicale représentant chaque pièce complexe d'une selle de travail, chaque quartier, chaque siège, chaque taquet. Les marges étaient couvertes d'annotations minutieuses, de codes précises, de repères de couture. C'était l'œuvre d'une vie entière consacrée à la perfection, l'héritage intellectuel et technique de 46 ans d'artisanat, couché sur le papier et prêt à renaître sous les doigts d'une nouvelle génération. Glissée à l'intérieur de la première page, une lettre pliée attendait d'être lue. L'encre noire révélait une écriture penchée, ferme et digne. À celui ou celle qui trouva ses outils, lui Élise d'une voix murmurée qui se perdit dans les poutres centenaires. « Je m'appelle Gaston Moreau. J'ai fabriqué des selles ici jusqu'à ce jour de novembre 1966. Je suis mourant. Je place mes outils, mes patrons et mes économies sous l'établi, car l'établi est le cœur de l'atelier, et les outils doivent rester près du cœur. L'or est ce que j'ai sauvé. Servez-vous-en pour le bâtiment. Tranchez un beau morceau de cuir. Cousez quelque chose. Ne laissez pas le silence l'emporter. » Élise serra la lettre contre sa poitrine, les larmes coulant librement, submergée par le poids magnifique de cette transmission.
Gaston lui confiait la responsabilité sacrée de raviver l'âme de l'artisanat dans la vallée de la Vézère. Élise lut la lettre de Gaston une seconde fois, s'imprégnant de chaque mot, de chaque silence entre les lignes. Puis, d'un geste délibéré, lent et presque rituel, elle saisit le couteau à pied de Gaston, le soulevant de son étui de toile huilée. Elle plaça son pouce avec autorité sur le dos de la lame forgée, enlaça le manche patiné de ses doigts, la courbure d'acier orientée vers l'extérieur de son corps, retrouvant instinctivement la position exacte que Marguerite lui avait enseignée lors de ses lointains samedis après-midi. Sur l'établi, parmi la poussière, elle repéra une chute de vieux cuir, oubliée là depuis un demi-siècle. Raidie, desséchée par les hivers successifs, c'était un défi redoutable pour n'importe quelle lame. D'un mouvement unique, fluide et assuré, elle tira le tranchant vers elle. La lame chanta doucement contre la matière endormie. Le vieux cuir s'ouvrit sans la moindre résistance. Sans le moindre accroc, la tranche d'une netteté foudroyante, rectiligne, parfaite. Élise souleva le fragment à la faible clarté de la fenêtre. Elle ne pleura plus. Elle fixa cette ligne sans défaut, aussi tranchante et définitive qu'une évidence, et murmura à l'adresse des murs de pierre et de l'âme de Gaston. « Je connais la ligne, Monsieur Moreau. Merci. » Le lendemain matin, armée d'une détermination nouvelle et de la lourde bourse en cuir, Élise retourna à la civilisation. Elle poussa les portes de la banque sur la place principale de Saint-Cyprien et y déposa l'or de Gaston, transformant le trésor enfoui en une véritable promesse d'avenir. Quelques jours plus tard, elle fit l'acquisition d'une vieille camionnette Peugeot, robuste et vaillante, dont le compteur affichait déjà 200 000 km et dont l'arrière exhalait une odeur tenace de paille et d'huile moteur. Elle commença immédiatement les travaux, affrontant la ruine avec une énergie féroce. Le premier chantier titanesque fut la cheminée colossale de l'atelier. Le conduit était complètement obstrué par 58 années d'accumulation de nids de chouettes, de guêpes maçonnes, de feuilles mortes et de mortiers effrités, menaçant d'enfumer mortellement la pièce à la moindre flamèche. Laurent, prévenu de son acquisition incroyable et intrigué par l'audace de la jeune femme, débarqua un matin au volant de son propre utilitaire, apportant échelle, corde et outils. Ensemble, dans un effort soutenu et bruyant, ils attaquèrent le blocage. Élise grimpa sur le toit de l'ose pentue, armée de lourdes brosses de ramonage prêtées par Laurent, et batailla pendant des heures pour forcer le passage, tandis qu'à l'intérieur, de véritables avalanches de débris noirâtres s'effondraient dans l'âtre majestueux. Laurent l'aida ensuite à rejointoyer les pierres extérieures de la souche de cheminée avec un mortier frais qu'il prépara patiemment dans la cour. Tout en lissant la matière à la truelle, le visage barbouillé de suie, il confiait à Élise avec une admiration non feinte. « Mon père disait toujours que les mains de Gaston étaient les plus fermes de tout le Périgord. Quand je vois comment il tient un outil, je me dis que les tiennes sont de la même trempe. » Élise, le regard plongé vers les collines boisées, songeait en silence que Marguerite, elle aussi, avait les mains fermes. L'atelier n'était plus une ruine, il redevenait peu à peu un refuge prêt à accueillir de nouveau le feu et le travail. Élise rendit l'espace habitable par quelques touches humbles mais absolument essentielles. Elle acheta un modeste lit de camp d'occasion qu'elle installa contre le mur, tout près de l'étroite fenêtre, afin de pouvoir s'endormir chaque soir bercée par le chant continu de la Vézère qui s'écoulait inlassablement en contrebas. Mais le véritable baptême de cette renaissance eut lieu lors de sa première nuit, lorsqu'elle alluma enfin le feu dans l'immense âtre de pierre. Elle utilisa de grosses bûches de chêne sec, fendues avec soin, provenant d'un arbre foudroyé à l'arrière du bâtiment. Dès que les flammes prirent vie et crépitèrent, une véritable symphonie olfactive s'éleva dans l'obscurité. La chaleur ardente du feu de bois dur se diffusa lentement à travers l'air glacial de la pièce, jusqu'à atteindre et réchauffer l'âme profonde de l'établi. Sous l'effet prolongé de cette douce température, les décennies d'huile de pied de bœuf incrustées au cœur du chêne massif se réveillèrent soudainement, libérant leurs effluves emprisonnés. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, la bâtisse entière s'imprégna de l'odeur originelle, puissante et sacrée, d'un atelier d'artisans en pleine activité. Un mélange envoûtant de fumée boisée, de suif, de vieux cuir et de cire d'abeille fondue. Assise dans la pénombre, le visage caressé par la lueur cuivre des flammes, Élise ferma les yeux. C'était l'air exact que Gaston Moreau avait respiré chaque matin de son existence. C'était l'air familier de la cuisine de Marguerite. C'était le souffle tangible de son héritage. Le lendemain, dans un silence empreint d'une dévotion totale, elle disposa ses précieux trésors sur la surface sombre du meuble. Elle aligna les outils de Marguerite juste à côté de ceux de Gaston. Les deux couteaux à pied reposaient désormais côte à côte, comme deux frères d'armes. Celui de sa grand-mère, patiné et aminci par 27 années de coupes acharnées, et celui du maître, épais et magnifiquement préservé par le silence de sa cachette souterraine.
Elle suspendit le grand carnet de patron à un clou forgé au-dessus du plan de travail et posa délicatement une vieille photographie de Marguerite immortalisée l'haleine à la main. Leur monde, séparé par le temps mais intimement lié par la passion de la matière, était enfin réuni. La rumeur d'une lumière chaude brillant à nouveau aux fenêtres de l'ancienne masure, Moreau remonta bientôt le cours de la rivière jusqu'à Saint-Cyprien. Poussée par un profond respect terrien, Madame Chaumel, la gérante de l'épicerie, arriva un dimanche après-midi avec un lourd panier rempli de vivres, du pain de campagne, du café moulu et de la confiture de mûres faites maison. Elle expliqua à Élise, la voix tremblante d'une émotion sincère, que Marguerite avait jadis sauvé le matériel équestre de son père avec une finesse que personne dans la région n'avait jamais oubliée. Dès lors, la magie opéra à travers toute la vallée. Laurent commença à lui envoyer ses cavaliers lorsque leurs équipements nécessitaient une véritable expertise. Bientôt, un vieil éleveur du plateau voisin conduisit sa camionnette jusqu'à l'atelier pour lui confier une lourde selle centenaire aux trousquins gravement déchirés. Élise la restaura avec les vieux outils de Gaston et le fil poissé de Marguerite. Lorsqu'elle lui rendit l'objet, l'homme passa ses doigts calleux sur la réparation, absolument incapable de distinguer où s'arrêtait la peau ancienne et où commençait la nouvelle. L'âme de l'atelier battait à nouveau, plus forte que jamais. La réputation d'Élise finit par franchir les collines boisées de la vallée pour atteindre les vastes plaines de Bergerac. Au cours de sa deuxième année passée au bord de la rivière, un maître artisan à la tête d'une prestigieuse sellerie de luxe, M. Vasseur, entendit parler d'une jeune femme isolée qui cousait à la main avec une régularité mathématique et qui détenait les précieux gabarits originaux de Gaston Moreau. Intrigué, l'homme d'expérience fit le trajet jusqu'à la Vézère. Debout dans l'encadrement de la lourde porte en chêne, il observa silencieusement Élise découper un quartier de sel dans une épaisse peau de croupion. Elle utilisait le vieux couteau à pied de Gaston. La lame glissait dans la matière charnelle en une courbe continue, fluide, sans la moindre hésitation et sans jamais se lever de la table. Fasciné, M. Vasseur s'approcha et constata l'absence totale de guide de coupe. Absolument plus personne ne tranche le cuir à main levée aujourd'hui, lui confia-t-il avec un respect teinté d'une véritable stupeur. Tous les ateliers utilisent des emporte-pièces ou des machines numériques. Élise leva simplement ses grands yeux graves vers lui et lui répondit d'une voix calme que M. Moreau coupait ainsi, et que sa grand-mère le faisait aussi, car c'est la peau de l'animal qui finit toujours par dicter sa propre ligne. Émerveillé par la redécouverte de cette pureté technique oubliée, le maître sellier l'engagea sur le champ pour la conception de ses pièces aux mesures les plus exigeantes. Un soir clair de la fin d'octobre, Élise s'assit sur le vieux porche en bois de châtaignier de son atelier. Elle regarda les toutes dernières lueurs cuivrées du soleil couchant s'étirer doucement sur les eaux froides de la rivière. Un mince filet de fumée grise s'échappait de la cheminée restaurée, embaumant l'air vif et silencieux de l'automne. À l'intérieur, le poêle ronflait avec une chaleur réconfortante, projetant ses ombres dansantes sur le lourd établi où les deux couteaux à demi-lune reposaient, invaincus, juste sous le vieux carnet aux pages jaunies. En respirant cette odeur familière d'huile de pied de bœuf, de suie et de cire fondue, Élise comprit intimement la véritable leçon de ces lointains samedis après-midi. Marguerite ne lui avait pas seulement appris un rude métier manuel pour gagner sa vie. En lui enseignant inlassablement le point de sellier, en lui montrant avec patience comment deux fils distincts devaient traverser exactement le même trou dans des directions opposées pour former une alliance indestructible, sa grand-mère lui enseignait la survie de l'âme. Elle apprenait à une petite fille brisée par l'abandon institutionnel comment relier les choses. Comment suturer ensemble les morceaux épars d'une existence avec une force telle que même la vie, dans ce qu'elle a de plus violent, ne pourrait plus les arracher. À l'âge de 20 ans, Élise Lambert était sans abri, sans aucun repère, avec un simple billet froissé de 10 € dans la poche. Elle l'avait offert pour une ruine oubliée au fond d'un bois. Ce fut, sans conteste, le prix le plus magnifique qu'elle n'ait jamais payé. Si cette histoire de résilience, d'héritage et de transmission silencieuse a profondément résonné en vous, et si vous avez presque pu respirer l'odeur du feu de bois et du cuir travaillé, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Aimez cette vidéo pour soutenir notre travail, et surtout, partagez-la avec ceux de vos proches qui ont besoin d'entendre que rien n'est jamais définitivement brisé. Dites-nous dans les commentaires quel vieil outil ou quel objet chargé de la mémoire de vos aïeux vous gardez précieusement chez vous. Merci de nous écouter avec le cœur, et à très bientôt pour une nouvelle grande histoire.